Au Moyen Âge, les hommes dominaient le monde, sauf quand ce n'était pas le cas. De nombreux amateurs d'histoire connaissent des femmes comme Marguerite d'Anjou et Éléonore d'Aquitaine, mais d'autres patronnes médiévales moins connues étaient tout aussi redoutables. Remontons le temps et rencontrons certaines femmes qui détenaient le pouvoir à l'époque. Certaines en leur propre nom, d'autres en tant que régents, et d'autres en ayant une grande influence sur les hommes de leur vie. Bienvenue à la folie médiévale. Théodora, né dans l'Empire byzantin vers 490, le père de Théodora dressait des ours à l'hippodrome de Constantinople. Elle aurait été actrice et travaillé dans un bordel. La promiscuité sexuelle a été attribuée à de nombreuses actrices de l'époque, donc cela peut ne pas être vrai. Justinien voulait l'épouser, mais en tant que sénateur, il lui était interdit d'épouser une actrice. Théodora avait également une fille illégitime. Malgré le scandale, la loi a été modifiée et le couple s'est marié. Justinien a été couronné empereur romain d'Orient en 527 et Théodora est devenue impératrice. Selon le savant et historien grec Procope, Justinien appelait Théodora sa partenaire dans ses délibérations et elle aidait son mari dans ses plans, décisions et stratégies politiques. Son opinion avait un grand poids auprès de l'empereur et elle participait au Conseil d'État. Pendant les émeutes de Nika en 532, c'est Théodora qui a convaincu son mari et la cour de ne pas fuir quand elle a prononcé un discours enflammé qui a motivé les hommes à passer à l'offensive. Suite à la rébellion qui a détruit de nombreux bâtiments et causé la mort d'environ 80 000 civils et rebelles, Justinien et Théodora ont ordonné un programme de reconstruction pour Constantinople avec des aqueducs, des ponts et plus de 25 églises, dont la célèbre Hagia Sophia. Théodora a organisé des mariages influents pour les membres de sa famille et s'est impliquée dans l'aide aux femmes défavorisées. Elle a créé un couvent pour les prostituées et payé pour leur liberté. Impératrice Suiko du Japon. Suiko est née en 593, fille de l'empereur Kimai. Quand elle avait 18 ans, elle s'est mariée à son demi-frère quand il était devenu empereur et elle est devenue sa consort officielle. Ils ont eu 8 enfants ensemble. Selon les chroniques du Japon, elle était d'une grâce incomparable. Après la mort de son mari, son frère, l'empereur Yomi, a pris le trône mais est décédé dans les 2 ans. Puis le troisième et dernier frère fut assassiné, ne laissant plus aucun frère en vie. C'est tombé sur Suiko et elle est devenue la première femme de l'histoire du Japon et de l'Asie de l'Est à être couronnée impératrice. Dans un geste habile, Suiko a nommé son neveu pour régner avec elle. Ensemble, ils ont géré l'État. Suiko a envoyé une mission diplomatique en Chine, apportant leur culture et réformes politiques avancées au Japon. Elle a promu le bouddhisme, faisant construire des temples et monastères. L'impératrice Suiko est décédée en 628 à 75 ans. Son règne est resté dans les mémoires comme une période longue et stable qui a introduit la culture étrangère, a été progressiste et a apporté une prospérité accrue au Japon. Ethelflaed. En tant que fille du roi des Anglo-Saxons, Alfred le Grand, Ethelflaed est née en 870 dans un royaume au bord de la ruine. L'invasion viking de l'Angleterre était à son apogée, et la plupart du pays était sous la domination danoise. Quand Ethelflaed avait juste 8 ans, la famille royale passait l'hiver à se cacher dans les marais du Somerset, mais Alfred est revenu pour remporter une victoire décisive contre la grande armée païenne à la bataille d'Eddington. À l'âge de 16 ans, Ethelflaed a épousé le bien plus âgé Ethelred, le seigneur de Mercie. On pense qu'Ethelred était mort vers 911, et c'est alors qu'Ethelflaed a été acceptée par les nobles comme seule dirigeante. Elle ne s'est jamais remariée, probablement parce qu'un nouveau mari aurait eu le contrôle sur elle et ses territoires. À l'époque, une femme célibataire était perçue comme plus masculine et aurait été plus respectée. Ethelflaed a envoyé son armée pour capturer Shersby, Leicestershire. Les Vikings ont contre-attaqué, mais ont été repoussés. Dans les années suivantes, son armée mercienne a vaincu à la fois les Gallois et les Vikings. Selon la chronique irlandaise, sa renommée s'est propagée partout. Grâce à son génie, elle a fait la paix avec les peuples d'Alba et les Bretons. Ethelflaed était une chef de guerre compétente qui dirigeait l'armée mercienne lors d'expéditions, construisait les clôtures et a capturé Derby et les Célestes. Elle a même réussi à prendre York, le centre du pouvoir viking dans le nord. Ethelflaed de York, dame des Merciens, est devenue la seule dirigeante féminine d'un royaume anglo-saxon, dans ce qui a été décrit comme l'un des événements les plus uniques de l'histoire moderne précoce. Au XIIe siècle, Henri de Huntingdon la décrivait comme une reine de titre, mais en actes un roi. Mathilde d'Écosse
Mathilde est née vers 1080 à Dunfermline. Ses parents étant le roi écossais Malcolm III et sainte Margaret d'Écosse. Dès l'âge de 6 ans, Mathilde a été élevée au couvent par sa tante Christina. Elle y a été éduquée dans la piété et a appris le français et le latin pour lire la Bible et les œuvres de saint Augustin. Mathilde a aussi appris la gestion financière et la géométrie. Lorsque le roi Guillaume II d'Angleterre est mort en 1100, son fils Henri I a pris le trône et a rapidement décidé que Mathilde serait le choix parfait comme épouse pour allier l'Angleterre et l'Écosse. En tant que reine, Mathilde était une mécène des arts et la cour de Westminster regorgeait de poètes. Elle a été nommée à la tête de la cour d'Henri pendant ses campagnes militaires en France et en Normandie. Elle a négocié entre Henri et l'archevêque Anselme lorsque des conflits ont éclaté entre l'Église et l'État pendant la controverse des investitures anglaises. Son intervention a permis de trouver un compromis. Mathilda a utilisé ses revenus pour faire construire de nombreux bâtiments, dont l'abbaye de Waltham et le premier pont en arc d'Angleterre à Stratford-le-Beau. Elle a fondé 2 léproseries et a été décrite comme une femme d'une sainteté exceptionnelle. Mathilda a été inhumée à l'abbaye de Westminster en 1118. Sa tombe porte l'inscription, je cite, « Ici repose la reine renommée, surpassant les jeunes et les vieux de son époque. » Elle était pour tout le monde la référence des mœurs et l'ornement de la vie. Impératrice Mathilde. Aussi connue sous le nom d'impératrice Maude, elle est née en 1102, fille du roi Henri Ier d'Angleterre et de Mathilde d'Écosse. Elle a déjà été mariée à l'âge de 12 ans à Henri V, empereur du Saint-Empire romain, couronnée impératrice à la basilique Saint-Pierre et nommée régente impériale en Italie. Son frère est mort en 1120, faisant d'elle la seule héritière du roi anglais. Donc, quand son mari est mort, 5 ans plus tard, son père l'a rappelée à la maison. Il a insisté pour que ses nobles prêtent le serment de loyauté envers elle en tant que sa successeur. Mais à la mort d'Henri, son cousin Stéphane de Blois s'empara du trône avec l'appui de l'Église. De nombreux partisans de Henri ont alors rallié Stéphane comme roi, déclenchant une guerre civile de 19 ans appelée l'anarchie. Les nobles changèrent de camp selon qui de Mathilda ou Stéphane semblait gagner, causant prise de château et perte de terre. Puis, en 1141, Mathilda a vaincu et capturé Stéphane à la bataille de Lincoln et elle a finalement contrôlé le pays et préparé son couronnement. Mais le peuple s'opposait à son règne et lorsque son demi-frère Robert, comte de Gloucester, a été capturé, Mathilda a dû accepter un échange pour Stéphane qui fut libéré et couronné roi d'Angleterre en 1141. Après plusieurs années de guerre retranchée au château de Devy, Mathilda a finalement cédé et s'est échappée pour rejoindre son mari et son fils en France. Elle a travaillé dur pour négocier avec Stéphane la succession de son fils au trône anglais et il a été couronné roi Henri II en 1154. Ethelred. Souvent appelée par le nom moderne Elfrida, elle était née vers 945 à Devon, en Angleterre. Elfrida a épousé Edgar, roi des Anglais, vers 964. Les registres contemporains montrent qu'Elfrida a reçu des terres de son nouveau mari, un honneur qui n'a pas été accordé à ses 2 précédentes épouses. Elfrida a été la première épouse d'un roi anglais couronné, ointe et titré reine. Elle avait une grande influence et un grand pouvoir et était la protectrice de la religion et des monastères. Elle a également joué le rôle de médiatrice pour les femmes dans au moins 6 affaires juridiques. Le couple a eu 2 fils, mais seul Ethelred a survécu à l'enfance. La mort soudaine d'Edgar, en 975, a déclenché une lutte pour le trône entre son fils aîné Édouard, issu d'un mariage précédent, et le fils d'Elfrida, son demi-frère Ethelred. C'est un témoignage de la témérité et de l'autorité d'Elfrida qu'elle a pu gagner des partisans à sa cause pour la succession d'Ethelred. Édouard était presque un homme, et Ethelred n'avait encore que 6 ans environ. La couronne reviendrait automatiquement au fils aîné d'Edgar en l'absence d'un frère de ce dernier. Malgré la campagne d'Elfrida, Édouard fut couronné roi. Cependant, il ne régna pas longtemps. 3 ans après son couronnement, il fut tué par des partisans d'Elfrida et d'Ethelred. Il est difficile de savoir si Elfrida était derrière l'assassinat ou si un partisan zélé s'est emporté, comme dans le cas de Thomas à Becket. Néanmoins, Ethelred, encore un jeune garçon, fut couronné roi des Anglais avec sa mère Elfrida comme reine régente. Au mariage de son fils, elle s'est vue confier la tâche cruciale d'élever ses petits-enfants, héritiers du trône. Elfrida est morte vers la fin du premier millénaire. Comme c'était le cas pour de nombreuses femmes puissantes au Moyen-Âge, Elfrida a été plus tard accusée de sorcellerie. Olga de Kiev. L'année de naissance d'Olga est mystérieuse, elle serait née entre 890 et 925.
Mais elle était d'origine viking et née à Pliskovo, en Russie. Olga s'est mariée au grand prince Ingor, un de Kiev, quand elle avait environ 15 ans, et le couple a eu un fils. Igor régnait sur la Russe de Kiev, un territoire qui englobe de nos jours la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. En 945, Igor avait quelques problèmes avec la tribu voisine des Drevlians qui avaient cessé de payer un tribut à la Russe de Kiev, alors Igor s'est rendu à Iskorosten, la capitale des Drevlians. Cependant, après avoir reçu le paiement, il a été assassiné. Le chroniqueur byzantin Léo le Diacre a dit qu'Igor avait été capturé, attaché à des troncs d'arbres et déchiré en deux. Olgur a ensuite juré vengeance et a procédé à l'élimination systématique des Drevlians. Olgur a été nommé régent à seulement 20 ans pour gouverner au nom de son fils de 3 ans. Trop confiants maintenant, les Drevlians ont proposé qu'elle épouse leur prince mâle, l'homme responsable de la mort horrible de son mari. Olga a renvoyé un message favorable disant qu'elle recevrait les hommes avec honneur, mais quand 20 ambassadeurs sont arrivés de Deriva, Olga a fait jeter les hommes dans une tranchée profonde. Alors qu'ils étaient enterrés vivants, elle regardait et demandait s'ils trouvaient l'honneur à leur goût. Olga a ensuite demandé à Mal une escorte pour revenir vers lui par message. Ignorant le sort de la précédente délégation, les meilleurs hommes qui gouvernèrent la terre de Dereva furent envoyés pour la rejoindre, mais furent piégés dans un bain public et brûlés vifs. Elle a envoyé un message disant qu'elle était en route, mais avait besoin que les Drevlians, je cite, « préparent de beaucoup d'hydromel dans la ville où vous avez tué mon mari, pour que je puisse pleurer sur sa tombe et lui organiser un banquet funéraire. » Après s'être rendue à Iskorostan, elle a pleuré et organisé un festin. Alors que les Drevlians s'enivraient, elle ordonna à sa suite de les massacrer. Environ 5000 Drevlians ont été massacrés, puis elle a assiégé la ville pendant plus d'1 an avant de la raser au sol. La reine Olga a établi des villes, des lois et des comptoirs commerciaux à travers le pays. Elle s'est convertie au christianisme et a construit des églises à Kiev, malgré une forte résistance de son peuple. Elle a été canonisée plus tard par l'église orthodoxe russe. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine, à votre santé.